Alors, ceci nous amène, maintenant qu'on a décrit le phénomène, à entrer dans la lecture de l'aspect dynamique des choses. C'est-à-dire, il ne suffit pas de décrire la mondialisation, encore faut-il déterminer comment la gouverner. Je vous propose donc d'ouvrir une deuxième partie qui s'appelle « Gouvernance ou turbulence ». Alors d'abord, quelques précisions sur le titre. Pourquoi ce titre bizarre, « Gouvernance ou turbulence » ? Le titre n'est pas de moi, il est repris à un ouvrage que je vous ai présenté la semaine dernière de James Rosenow qui s'appelle « Turbulence in World Politics ». L'idée de Rosenow, je vous l'avais déjà exposée la semaine dernière, c'est de dire, avec le dépassement de la logique très organisée des États souverains, avec le dépassement du modèle westphalien classique, on est face à un risque évident de turbulence. La souveraineté était un principe d'ordre. L'interdépendance risque de s'imposer comme un principe de désordre. Et donc, tout le problème, quand on se penche sur la mondialisation, c'est bien sûr de tenter de trouver des formes nouvelles de gouvernance. Comment gouverner cet ensemble ? Je devrais dire, mais le mot est affreux, gouvernancer, parce que ce n'est pas gouverner au sens étroit du terme. Mais, au-delà de cet impératif auquel tout le monde souscrit plus ou moins, reste la vraie question. Que de turbulences produites par le seul fait de la mondialisation dont il n'est pas sûr que nous puissions avoir la pleine maîtrise. Et donc, je vous propose de voir le phénomène en deux temps. D'abord, les efforts de gouvernance, ensuite, la réalité de la turbulence. Voyons donc les fondements de la gouvernance. Les fondements de la gouvernance, c'est d'abord un mot qui fait son apparition dans les années 70-80. Là aussi, quand j'étais étudiant à votre place, ce mot gouvernance était absolument inconnu. C'est un néologisme, et ce néologisme a peu à peu imprimé sa marque sur la réflexion à partir de plusieurs idées. La première est de dire nous sommes dans un monde inclusif où tout le monde doit participer au fonctionnement global de l'espace mondial. Il est fini ce temps où seuls les États faisaient le travail. Il arrive ce temps où il faut associer les acteurs privés, les firmes, les réseaux, peut-être les ONG, à la gestion globale de cet espace mondial. Deuxième idée qui peu à peu fait son chemin, c'est l'idée propre aux années 70, 60-70, la grande révolution du management. Management est devenu, dans les années 60-70, la grande coqueluche des intellectuels et des praticiens. Il a été publié en France un ouvrage qui s'appelait « La France et le management », qui avait fait, lorsque je passais mon bac, un effet bœuf dans la bibliographie de tout jeune étudiant. Et peu à peu, et on repère ainsi les racines du néolibéralisme, s'imposait l'idée qu'après tout, ce monde complexe, qui n'est plus seulement d'un monde d'État, pouvait être géré comme on gère des firmes. C'est-à-dire la grande idée qui venait des États-Unis de corporate governance, c'est-à-dire essayons de penser les recettes pour gérer l'économie mondiale comme on pense les formules pour gérer les grandes entreprises.
Et donc, le terme de gouvernance va s'apparenter à cette réflexion sur le management, à cette réflexion sur la gestion d'une bonne firme. On peut gérer l'économie mondiale hors des sentiers de l'économie publique, exactement comme on gère une grande firme, surtout si elle est multinationale. Troisième idée commence à apparaître avec les années 70 quelques dangers mal répertoriés dont on se dit que peut-être un jour nous risquerons d'en être les désolantes victimes. En 1972 apparaît ainsi le rapport Meadows, du nom de la dame que vous voyez apparaître sur la gauche de l'écran. Et cette fameuse commission qui publie un rapport, commission Meadows, rapport Meadows, sur la limitation de la croissance. C'est une autre idée qui fait son chemin, à savoir, avec cette mondialisation qui se profile, il faut sortir de la logique des 30 glorieuses, qui était surtout une logique en même temps productiviste et contrôlée par les États. Il faut envisager une croissance à l'échelle mondiale, mais d'une croissance qui soit limitée, sans quoi nous risquons de rencontrer tout un tas de dysfonctions dont les plus importantes risquent de frapper l'environnement. Tiens, j'ai dit environnement. C'est peut-être la première fois qu'on emploie ce terme, dans les années 70. Avant, on n'en parlait pas. Et on s'aperçoit justement que ce monde global qui est en train de se former est un monde porteur, non seulement de turbulences militaires, économiques et sociales, mais aussi de turbulences environnementales. Donc, il faut mettre au point des mécanismes de régulation destinés à contenir cette mise en péril qui dérive d'une croissance débridée. Et on va continuer sur cette lancée. En 1987 apparaît un second rapport qui va faire beaucoup de bruit, le rapport Brundtland, cette fois-ci qui porte sur le développement durable, qui introduit ce concept de sustainable development, développement durable. Développement durable qui part de l'idée que si on veut connaître un avenir, un common future, qui soit positif et favorable, eh bien, il faut prendre en compte le besoin nouveau qui est celui d'un développement capable de durer, capable de ne pas produire à terme des dysfonctions qui le remettraient en cause. Voilà, en quelque sorte, le matelas. On pourrait rajouter peut-être aussi, plus tard, là la réflexion était bien entamée, en 1995, un troisième rapport de la fameuse Commission on Global Governance, dans laquelle il nous est expliqué que pour que ce développement durable, maîtrisé, puisse véritablement se mettre en place, il faut apprendre à gérer, co-gérer les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des grandes organisations internationales. Le train est donc en marche. Il est en marche dans une ambiance idéologique. 1980, ce sont des années bizarres. En Grande-Bretagne arrive au pouvoir Margaret Thatcher, qui n'est pas une femme de gauche. Et aux États-Unis arrive pratiquement au même moment au pouvoir un homme qui n'est pas non plus de gauche, qui n'a pas connu la jeunesse trotskiste de nos adolescences, et qui était Ronald Reagan. Et Ronald Reagan et Margaret Thatcher vont en quelque sorte proposer sur la scène politique internationale la première image organisée de cette nouvelle mondialisation, en disant cette mondialisation ne peut pas être gouvernée comme on le faisait encore récemment
dans la vie internationale. Cette nouvelle mondialisation doit laisser le maximum d'initiatives aux acteurs privés. Et c'est de là, mesdames et messieurs, qu'est né ce malentendu majeur. Cette conjonction qu'il y a entre une mondialisation en train de s'installer et une idéologie ultralibérale qui va se nourrir de l'effondrement du système soviétique et du socialisme d'État et qui va expliquer justement ce socialisme d'État s'effondre à un moment même où la mondialisation apparaît. C'est donc bien le libéralisme qui doit orchestrer cette gouvernance globale. Et donc, cette idée de gouvernance globale va mettre en avant 3 idées majeures. Première idée, désormais, il faut laisser aux acteurs économiques, aux agents économiques, l'essentiel de la responsabilité de la régulation économique internationale, retrait de l'État. Deuxièmement, il faut, là où le développement est difficile, que l'État se fasse plus modeste, que le secteur public dégonfle, que les privatisations s'emparent d'entreprises publiques trop lourdes et incapables de fonctionner, et mettre fin aux subventions publiques. Voilà le credo libéral qui se présente comme étant le versant officiel de cette mondialisation en formation. À la fin des années 80, au début des années 90, il n'y avait pratiquement plus de doute. On passait en même temps à une nouvelle étape politique, effondrement de l'URSS, et une nouvelle étape économique, avènement de la mondialisation, autour de ces grands principes néolibéraux. Et la Banque mondiale venait à la rescousse de cette formule, c'est ce que l'on a appelé le fameux consensus de Washington, pour faire de ce retour à un libéralisme apuré de keynésianisme, de tout keynésianisme, en quelque sorte le dogme officiel de cette nouvelle régulation économique internationale, à tel point d'ailleurs que la Banque mondiale va se saisir du concept de gouvernance pour immédiatement lui donner une nature politique et militante. La gouvernance deviendra, dans la bouche de la Banque mondiale, la bonne gouvernance, good governance. Et la bonne gouvernance, c'est cette doctrine issue du consensus de Washington mettant en évidence l'importance du retrait de l'État. Les choses vont un peu changer dès la fin des années 90. Parce que la fin des années 90, c'est quand même la grande crise économique en Asie. C'est quand même les premiers doutes qui s'emparent sur l'efficacité de l'ultralibéralisme. Et vers la fin des années 90, il y a des économistes qui se font entendre, comme Joseph Stiglitz, qui disent « Attention, c'était peut-être pas la bonne formule ». Et la Banque mondiale sort un rapport qui va faire du bruit, qui est « The state is back ». L'État est de retour. « The state is back », qui vient en quelque sorte modérer ce consensus de Washington et les facilités qui l'accompagnaient. Et dès lors, le débat en matière de gouvernance globale repose sur 3 idées fortes: gérer les ressources, gérer les biens publics mondiaux, gérer l'intégration sociale internationale. Voilà ce que veut dire aujourd'hui gouvernance globale. Gérer les ressources, qu'est-ce que ça veut dire? C'est interroger d'abord et surtout sur le rôle de l'État dans la nouvelle économie mondialisée. Après l'ultralibéralisme, corrigé à la fin des années 90, arrive un point d'équilibre, mais un point d'équilibre qui finalement n'est pas très favorable à l'État. On voit tout un tas d'auteurs, comme par exemple Bobbitt, parler de market state,
le state devient un market state, c'est-à-dire finalement, au mieux, dans l'esprit de Bobbitt, l'idée d'un régulateur du marché. Un peu d'ailleurs ce que nous énonçaient les libéraux au XIXe siècle, pour qui, pour un Adam Smith ou pour un Stuart Mill, l'État était là pour veiller à l'indépendance et l'autonomie du marché. L'État n'agit plus en autorité, il agit en régulateur de l'économie. Market state. Ou un auteur comme Cerny, C-E-R-N-Y, qui lui parle de competition state. Qu'est-ce que c'est que le competition state? C'est un État qui est là pour veiller et surveiller que sa propre économie reste en bonne position dans la compétition internationale. L'État apparaît ainsi dans cette nouvelle gouvernance comme un instrument d'une régulation, beaucoup plus que comme ce détenteur monopolistique de la violence physique légitime. Ce qui, et j'insiste beaucoup là-dessus, mesdames et messieurs, a porté un coup terrible à la légitimité de l'État. Que reste-t-il de la légitimité d'un État qui n'est plus que l'instrument d'un marché, au lieu d'en être, en quelque sorte, la force encadrante, la force organisatrice? De pair avec cette crise de l'État et de l'autorité de l'État apparaît la perte de la capacité protective de l'État. L'État ne parvient plus à développer une politique de protection sociale. Vous connaissez bien cette affaire, elle n'est pas terminée. Affaiblissement de l'État vis-à-vis du marché, affaiblissement de l'État dans sa protection sociale, perte de légitimité et perte d'influence. Il faudra la crise pour qu'à nouveau apparaissent des appels à l'État. Quand l'économie va mal, on fait appel à l'État, à son retour, mais, dernier aspect de cette première question, l'État ne peut plus répondre. La part d'autonomie laissée aux acteurs économiques par les conventions, comme la convention Bâle I, Bâle II, Bâle III, sur les circuits financiers internationaux, la part d'autonomie ainsi concédée aux acteurs privés n'est plus réparable. Et l'État ne peut plus reprendre l'avantage sur des acteurs qui ont ainsi conquis leur autonomie. Et nous en sommes là.